Salut les tacos, j'espère que vous allez bien. Meilleurs vœux un peu en retard pour cette nouvelle année. Cela faisait une éternité que je n'avais pas repris mon micro et ça m'avait beaucoup manqué. 2024 a été une année un peu compliquée et j'ai pas pris le temps de me concentrer et de me motiver à créer du contenu, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Donc j'aimerais un peu revoir ça en 2025. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire mon récap de 2024. Malgré le climat de cette année, j'ai réussi à lire 33 romans et 97 graphiques, avec quelques beaux coups de cœur que je vous présenterai ensuite. J'ai lu beaucoup de fantasy cette année et c'est l'une des premières fois que la science-fiction et la fantasy sont ex aequo dans mes genres les plus lus. Ils sont suivis par les romans de middle grade, du fantastique, puis du young adult et de la littérature générale, et pour finir, les essais. Au niveau des graphiques, j'ai lu une majorité de mangas, 83 en tout, un peu de bande dessinée et de romans graphiques, 10 en tout, et quelques albums, j'en ai lu 4. Ma pile à lire a beaucoup bougé, mais n'a pas tant augmenté cette année encore. Sur mes 16 achats, j'en ai lu 11. Je commence 2025 avec une petite vingtaine de livres dans ma pile et dans ma pioche à lire. Maintenant, il n'y a plus qu'à lire un maximum. J'ai juste une petite déception vis-à-vis de mon challenge annuel des 12 mois 12 livres. Je n'ai lu que 8 titres en 2024. J'ai laissé de côté Cry's War, que j'ai retiré de ma pile à lire. Je pense que je préfère me le procurer en français pour le lire. Je n'ai pas réussi à motiver à lire Ici-bas et aucun souvenir assez solide. J'espère en 2025. Et je n'ai pas du tout pris le temps de me replonger dans Eragon. Il me faudrait le redécouvrir cette année pour continuer mes relectures de saga de mon enfance. Et j'ai particulièrement envie de relire Grégor de Suzanne Collins et aussi Le Labyrinthe et Percy Jackson dans les années à venir. Donc il faut que je lise Eragon cette année pour pouvoir continuer ce petit challenge personnel. Restons sur l'inachevé. J'ai mis un peu de bazar dans mes sagas en 2024. J'ai commencé et continué 8 séries, terminé une seule, abandonné 2 suite au premier tome, et 5 sont encore en cours. Enfin 4, puisque j'en ai fini une début janvier. J'ai terminé une série qui a été un très beau coup de cœur, Les Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett. J'ai tout aimé dans cette série, que ce soit l'univers, le système de magie avec de la technologie, les personnages, Santia et Bérénice, je les aime d'amour. Chaque tome a vraiment réussi à me surprendre et l'auteur a su se renouveler pour garder mon attention. Donc je ne peux que vous recommander la lecture de cette très belle série qui a su me tirer un petit peu de larmes sur la fin. J'ai abandonné La Semeuse de vent de Mélodie Joseph et Blackwater de Michael McDowell. Pour la première, je pensais me lancer dans une saga adulte et j'ai malheureusement rencontré trop d'éléments plutôt rattachés au young adulte du fait de l'âge de la protagoniste et c'est pas forcément ce que je pensais lire, donc j'ai été plutôt déçue et j'ai préféré abandonner la série. Pour Blackwater, j'avais également d'autres attentes que ce que j'ai finalement lu. Je pensais avoir un récit truffé d'imaginaire et on est plus proche d'un récit familial, moins ce que j'aime. Je ne retire en rien les qualités de ces textes, seulement mes attentes étaient biaisées, donc elles ont été déçues et je me voyais pas forcément continuer ces séries. Sinon, du coup, j'ai commencé et continué 5 belles séries. Terra Ignota de Ada Palmer, que j'aimerais continuer, voire finir peut-être en 2025. Que ce soit les personnages, les intrigues, les ambiances, tout m'a plu dans ces 2 premiers tomes, et j'ai plus qu'envie d'avoir le fin mot de l'histoire. C'est ultra intriguant, et franchement, si vous ne l'avez pas encore fait, foncez. J'ai lu 3 des 4 tomes de la série Middle Grade, La Maison à l'orée de la magie, d'Amy Sparks, que j'ai absolument adoré. J'ai lu le dernier tome en janvier et j'ai vraiment pas été déçue. J'ai passé de superbes moments de lecture qui ont été doux, intelligents et divertissants. J'ai adoré les personnages, ils m'ont beaucoup touchée, ils m'ont fait rire et j'ai aimé les accompagner à travers leurs aventures. Ça a été une très belle histoire de magie et d'amitié et ça se lisait super bien. Donc franchement, une petite série doudou si jamais vous en avez envie cet hiver. J'ai commencé en jeunesse également en janvier dernier Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. J'avais beaucoup aimé l'univers, j'ai eu un petit peu plus de mal avec Lyra, et en même temps elle est très attachante, mais la fin m'a un peu refroidi à continuer tout de suite, donc j'ai laissé ma lecture en stand-by, mais j'aimerais bien la continuer et finir la série. Pour revenir à de la SF, j'ai presque terminé la trilogie du Problème à 3 corps de Lucy Shin. Il ne me reste que le 3e tome à lire. J'ai adoré le premier tome, mais le 2e m'a un peu laissé de marbre et j'ai levé les yeux au ciel pas mal de fois sur la fin du tome, donc je me suis demandé si je voulais continuer la série. Mais il me reste qu'un tome, donc autant aller au bout, on verra ce que ça donnera. Pour finir sur mes séries, j'ai lu le premier tome de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, qui est un cozy fantasy avec un soupçon de romance et surtout un univers très intriguant. Je lirai avec plaisir le 2e tome qui vient de sortir, je crois. Avant de passer à mon top 5, je voulais citer 6 titres que j'ai plus ou moins aimés en 2024. Je vais vous les citer sous quelques catégories. Le premier, le plus important. Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur ce texte. J'ai adoré la justesse de l'autrice sur les questions d'anxiété, de pression, des relations entre les sœurs. C'était super dur, mais ultra nécessaire, et c'est un texte plus que recommandable pour les jeunes lycéens, lycéennes et les jeunes étudiants. Foncez, c'est le 2e texte que je lis de cette autrice, et franchement, elle a une plume magnifique.
Le moins intéressant, Les oiseaux du paradis de Olivier K. Langmead. Si vous voulez une réécriture contemporaine d'Adam et Ève avec beaucoup de violence gratuite et un fil rouge assez peu intéressant, vous pouvez lire ce livre. Franchement, j'ai soufflé tout au long de ma lecture et heureusement que le texte ne faisait que 250 pages. Je ne recommande pas forcément. Le plus original, j'ai noté le manga Gachiakuta de Kei Urana. Gachiakuta, c'est des designs de fou, un univers super simple mais qui se tient entièrement, des combats originaux qui sont ultra intelligent aussi, et franchement, c'est un super shonen. Le 11e tome sort cette semaine quand je vous parle, et franchement, c'est super, foncez. Le livre le moins prenant en 2024. J'ai noté Tonnerre après les ruines de Florian Soulas. J'ai été super déçue par ce titre, puisque je voulais découvrir la plume de l'autrice dont j'entendais parler depuis un moment, mais j'ai pas du tout été séduite par le texte. J'ai eu l'impression de lire une dystopie young adulte, et c'est pas forcément ce que je voulais lire en ouvrant le livre, donc mes attentes et mon avis ont été plutôt biaisés. Donc je lirai peut-être un autre livre de l'autrice, mais rien de sûr pour l'instant. Dans la catégorie le plus fucked up, j'ai noté un autre manga qui est la partie 8 de JoJo's Bizarre Adventure, Jojo Lion de Hirohiko Araki. C'était vraiment difficile de faire quelque chose d'aussi bien après la meilleure partie de JoJo's Bizarre Adventure qui est Steel Ball Run. Et pourtant, l'auteur a encore vachement réussi. Comme toujours, l'esthétique est aux petits oignons, les personnages sont déjantés et pourtant super attachants. Et l'histoire est tirée par les cheveux avec des stands plus classes les uns que les autres. Franchement, j'ai terminé la partie et j'ai pas pu m'empêcher de commencer la 9e partie JoJo Lens qui me plaît d'autant plus au niveau des personnages. Et enfin, pour finir, dans la catégorie le moins compréhensible, j'ai noté Malou d'Ivray de Gwen Guillain. J'espère que je le prononce bien. Je suis complètement passée à côté du roman. L'histoire m'a pas emportée, le style m'a perdu et a beaucoup alourdi le texte qui me perdait déjà par ses propos et par le déroulement. J'ai pas été convaincue, mais j'ai vu passer de bons avis sur ce titre, donc peut-être que je n'ai pas su saisir ce que l'autrice nous proposait. Je vous citais 2 mangas juste avant et je ne les ai pas ajoutés à mon top 5 de 2024, mais je voulais également vous parler de 2 très belles découvertes cette année, Full Night de Asumi Yasuda et Demon Slayer de Koyoharu Gotoge. Full Night, c'est un très bon manga de suspense, un thriller un peu horrifique mais surtout horrifiant. Le propos est à la fois éthique, social, environnemental. J'attends la suite avec impatience et je vous invite à découvrir ce titre aux couleurs et aux thèmes très sombres. J'ai lu la fin de Demon Slayer en début d'année après avoir fini la saison qui venait de sortir en animé, donc j'ai pas vraiment découvert ce manga, mais j'ai plutôt conclu ma découverte, et qu'est-ce que c'était bien! Les combats de fin sont super, les pertes sont dures, même s'il en manquait un peu à mon goût, mais c'est la meilleure fin que j'aurais pu imaginer pour ce manga. Franchement, un très bon shonen, si vous ne l'avez pas encore vu ou lu, n'hésitez pas, même si j'ai une petite préférence pour la version animée qui est absolument magnifique. Passons enfin à mes 5 meilleures lectures de l'année en roman. En 5e position, j'ai placé Simca de Oriane Velten. Le roman se construit autour de Sarah et de leur monde. J'ai pas envie d'en dire plus pour le synopsis, je trouve que le texte nous indique très rapidement la piste qu'il veut suivre. J'ai adoré les personnages, leurs relations toutes douces, ces femmes qui vivent leurs rêves et leur vie. J'ai beaucoup aimé la représentation et j'aimerais remercier l'autrice pour cette belle représentation de l'anxiété et des plaques d'eczéma, très spécifiques je sais. Si vous avez lu ou si vous voulez lire After de l'autrice, les 2 titres sont totalement différents, mais la plume d'Oriane Velten est toujours aussi belle et agréable à lire, donc n'hésitez pas. Ensuite, en 4e position, j'ai noté Diamant de Vincent Tassi. L'Aurélie est descendu des cieux. Qui deviendra son suivant? Qui devra le guider à travers Otrange? Ce fut une lecture très belle et pourtant un peu laborieuse. Mais en reprenant un peu mes lectures de l'année, il mérite tout à fait sa place dans le classement. La plume de l'auteur m'a un peu déroutée par son lyrisme et donc par sa lourdeur parfois. Les personnages m'ont quand même tous intrigués et j'ai développé plus ou moins d'affinité avec eux et même une relation de quasi-haine avec l'un d'eux. Donc c'était plutôt réussi de la part de l'auteur. L'univers décrit était super beau, très cruel, les personnages extrêmement humains et le propos, bien que très englobé par le lyrisme, était très bien amené. C'est une très belle lecture qui me donne envie de découvrir Apostasie de l'auteur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu, ça m'intriguerait d'avoir votre avis. En 3e position, j'ai longuement hésité, mais j'ai décidé de m'arrêter sur Zephyr Alabama de Robert McCammon. Corey Mackensen a 11 ans et vit tranquillement dans sa petite ville jusqu'au jour où il accompagne son père lors de sa tournée et qu'une voiture plonge devant eux dans le lac obscur. Dès lors, des événements étranges prennent place dans leur quotidien et Corey va être exposé à de nombreux défis. Zephyr Alabama, c'est un roman initiatique qui retrace à mon sens très bien l'enfance et le passage à l'âge adolescent. Corey va être exposé à beaucoup de violence et donc il va devoir grandir. C'était très violent et à la fois très doux, grâce à certains passages, à certaines scènes. Je n'ai pas forcément pu m'empêcher de pleurer à certains moments, la scène du train m'a particulièrement touchée. Et j'ai eu du mal à laisser Corey derrière moi après avoir refermé le roman. Le roman a abordé beaucoup de thèmes difficiles,
que ce soit le racisme, la précarité, la découverte, la famille, l'amitié, le décès, le traumatisme, la maturité. Je pense que vous pouvez trouver assez facilement une liste des trigger warnings présents dans le texte, et si vous souhaitez vous lancer tout de même, n'hésitez pas et j'espère que ce roman saura vous toucher. Ça devient sérieux avec la deuxième place de mon classement, qui n'est autre que 3 battements, un silence de Anne Fakhouri. J'ai beaucoup hésité à le passer en première place, mais il fallait que je choisisse, donc il se retrouve ici. 3 battements en silence, c'est une histoire de famille, une famille d'hommes qui détestent les femmes, la famille maudite de Marco Deluzzi. Leur malédiction est profondément liée à la magie de ce monde, et Marco n'aura d'autre choix que de reprendre le rythme de sa vie lorsque son fils disparu réapparaîtra. C'était dur, mais qu'est-ce que c'était juste et touchant. Marco, c'est le parfait salopard, sexiste, éduqué dans la haine des femmes et de la magie. Et pourtant, il a ses failles, il a ses fautes, mais il a aussi ses lueurs. L'autrice part de cette famille pour développer un monde qui est rempli de mystères, mais aussi de poésie, de cruauté et de beauté, d'amour et de haine. La relation père-fils m'a énormément touchée, et j'entends Marco dans ses battements silencieux. Je ne sais pas ce qui a fait que ce roman m'a profondément trouvée, mais il vit maintenant en moi et j'en suis plus qu'heureuse. Le roman qui atteint la première position en 2024 s'est également forgé une place dans ma vie. Il aborde d'ailleurs des thèmes assez similaires à 3 battements en silence, en particulier la paternité. Il s'agit de La Route de Cormac McCarthy que j'ai plus qu'adoré. Pourtant le roman est sombre puisqu'on va suivre un père et son fils dans un monde ravagé où l'humanité restante s'entretue pour survivre. On suit leur fuite vers le sud alors que le froid est de plus en plus glacial et on suit le récit de leur vie au jour le jour sans jamais trop savoir s'ils se réveilleront. C'était très dur, d'autant plus que la forme du roman n'est pas habituelle. Il n'y a pas de chapitrage, seulement une succession de paragraphes qui nous proposent des scènes variées, sans forcément de suite. C'est un patchwork de scènes qui nous met devant la réalité des personnages. La faim, la peur, la violence, l'attachement, la tristesse. La relation père-fils, c'est très dur et je ne pardonne pas du tout certaines actions. C'est un roman violent qui fait un portrait, à mon sens, très réaliste de l'humanité et c'en est plutôt terrifiant. Ici aussi, vous pouvez facilement trouver les trigger warnings, n'hésitez pas à vous renseigner avant de vous y lancer. Il y a de nombreuses scènes qui sont assez difficiles. Donc voilà pour mes 5 meilleures lectures de l'année. Elles sont assez variées, j'en suis plutôt content. Et pour clore le chapitre lecture de cette vidéo, j'aimerais vous présenter mes 12 lectures pour 2025 dans le cadre de mon challenge 12 mois, 12 livres. Ce ne sont que des livres qui sont déjà en ma possession, donc c'est surtout l'occasion de vider ma pile à lire. Pour la 2e année consécutive, j'ai donc noté Eragon de Christopher Paolini pour le relire. Excepté ce titre, ce ne sont que des nouveaux ajouts, dont des suites des séries, le tome 3 de Terra Ignota d'Ada Palmer dont je vous parlais tout à l'heure, et le tome 3 du Problème à 3 corps de Lucy Shin. J'ai aussi noté beaucoup de premiers tomes, dont Vita Nostra de Marina et Sergei Djatchenko, La Cité de Jade de Fondali, Godkiller de Anna Kanner, Gideon la 9e de Tamsin Muir, Le Chevalier aux épines de Jean-Philippe Jarowski, et enfin Les Ocelles de nuit de K.J. Armstrong. En fait, ça fait beaucoup de premiers tomes maintenant que j'y pense, et mes sagas vont plutôt en baver en 2025 du coup. J'ai quand même ajouté un one-shot, La Maison des Soleils de Alastair Reynolds, que j'ai lu en janvier, et 2 recueils de nouvelles, Unlocking the Air de Ursula K. Le Guin et L'Envie l'emmêlée de Michael Rock. Ce ne sont pas forcément des titres, donc je veux me rappeler des résumés, donc désolé, je ne vous les présente pas, et j'espère vous en parler dans pas trop longtemps. Laissons un petit peu les livres de côté pour ce bilan, et intéressons-nous aux jeux vidéo. Je suis super contente de moi pour l'année 2024, et j'ai joué à plein de jeux ultra cool, et j'ai enfin terminé seule des jeux qui me tenaient beaucoup à cœur. Ma fierté de l'année comporte 3 chiffres, 1,06 pour les 106% de réussite de Hollow Knight. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais c'est un sublime Metroidvania avec un lore super intéressant. Merci les vidéos YouTube en anglais pour comprendre tout ce qui se passe. Et la prise en main est vraiment pas difficile, c'est juste le jeu qui l'est un petit peu plus. Et en parlant de jeux un peu difficiles, j'ai relancé Céleste, que j'ai terminé avec un petit peu d'aide sur certains écrans, mais que j'ai terminé à presque 100%, donc je suis super fière. C'est un jeu super challengeant qui vous apprend de la meilleure façon le platforming, en recommençant encore et encore. Et pour les autres jeux que j'ai enfin terminés, j'ai repris Hades, et j'ai atteint la première fin, avec une bonne barre d'aide, donc j'aimerais m'y remettre entièrement seule pour avancer dans les quêtes secondaires. C'est un jeu sublime, avec des personnages super intéressants issus de la mythologie grecque. C'est un roguelike, donc les games se ressemblent jamais vraiment, et c'est ce qui fait que le jeu est à la fois fun et assez frustrant. Sinon, niveau nouveaux jeux, en 2024, j'ai adoré 3 jeux indépendants. Haiku the Robot, Ogu and the Blind Forest et Shippo. Haiku, c'est un Metroidvania qui m'a beaucoup fait penser à Hollow Knight et qui était plutôt dur contre toute attente. Le platforming est pas mal et les combats sont plutôt intenses du fait de la barre de vie.
C'était une superbe découverte et le style graphique était sublime. Ogwen and the Blind Forest a été mon jeu de fin d'année. J'ai mis plus de 30 heures en 2 semaines tellement ça m'a happé. C'est un jeu d'aventure, d'énigmes, avec du combat, des quêtes, de l'exploration, tout ce que j'aime. Et en plus de ça, le personnage principal est super chaud. Et enfin, j'ai adoré jouer à Shippo, en particulier pour la prise en main. Le développeur fait des jeux simples mais superbes, avec une fluidité dans le jeu qui est extrêmement jouissante. Si vous en avez l'occasion, je vous invite à découvrir son travail, et j'aimerais d'ailleurs jouer à sa dernière sortie, Crypt Custodian. Pour finir cette vidéo, je voulais faire un petit point sur mes meilleures découvertes en audiovisuel en 2024. À commencer par les animés. J'en ai consommé beaucoup l'année dernière et j'ai vu des pépites et principalement des classiques. J'ai adoré découvrir et redécouvrir Gravity Falls et Avatar le dernier maître de l'air, qui sont des cartoons et non des animés, pardon. Pour Gravity Falls, les personnages et les énigmes m'ont beaucoup plu, le personnage de Bill, mais quelle pépite. Et Avatar m'a beaucoup surprise par sa construction, ses personnages, ses réflexions, son univers et surtout sa justesse. Je pense que je vais m'intéresser à la légende de Korra. L'année dernière, j'ai mangé la première saison des Canets de l'apothicaire et je veux la suite. Et bonne nouvelle, elle est en parution. Donc je vais pouvoir regarder l'animé tranquillement. C'était ultra intéressant, très fou, ça a fait du bien de voir des personnages féminins autant indépendants et badass. Donc franchement, pour commencer l'année, que demander de plus? Ce n'est pas forcément une caractéristique commune avec les deux animés que j'ai adorés en fin d'année, que sont Naruto et GTO. Et GTO m'a fait mourir de rire, je pensais pas forcément aimer à ce point, et je pense me refaire un visionnage en version française parce qu'elle a l'air remplie de pépites. Et Naruto, ça a été ma plus grande surprise, je savais que ça pouvait me plaire, mais pas autant. J'ai plongé et je veux pas forcément en ressortir. Je suis en train de dévorer Naruto Shippuden. Je viens de terminer l'arc Pain. Et qu'est-ce que c'était bien. Et même si les événements qui arrivent bientôt me tentent un peu moins, je crois que Boruto me fait beaucoup d'œil en manga. Donc affaire à suivre. En 2024, je n'ai pas beaucoup vu de films et je veux reprendre l'habitude d'en regarder cette année. J'ai quand même vu 4 films qui m'ont beaucoup plu. Whiplash, A Man, The Lobster et Swan Song. Whiplash, c'était super dur, mais très beau dans sa vision du perfectionnisme et des ambitions. Euman, c'était terrible, mais super intéressant. C'est un portrait de la société japonaise qui m'a beaucoup interrogée, et une histoire de famille, mais aussi d'amour tragique. C'était superbe. The Lobster et Swan Song sont des films de science-fiction, avec leur part de crise existentielle. The Lobster était si bizarre que j'ai adoré. La vision du couple, de la vie individuelle, c'était très intéressant et en même temps très badant, et la touche d'humour était vraiment rafraîchissante. Swan Song, au contraire, n'était pas drôle, et je crois que c'est ça qui l'a rendu d'autant plus terrible. Le principe est assez simple, mais très bien mené, et ça fait vraiment froid dans le dos. Et c'est donc sur ce point que je finis enfin ma revue de 2024, c'était un peu long. Pour 2025, je n'ai pas de grands objectifs, j'aimerais lire et aimer mes lectures, c'est déjà pas mal, découvrir plein de nouvelles choses, et j'attends surtout 3 choses. La saison finale de Fire Force, que j'ai déjà lue mais que je veux voir animée, l'adaptation en animé de Gachiakuta, et je l'espère, la dernière partie de Spider-Verse. Bref, cette vidéo est beaucoup trop longue, merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire votre bilan de 2024 et vos objectifs pour 2025. Aucune pression pour cette année, chacun chacune son rythme et chacun chacune ses envies. Éclatons-nous, c'est le principal. J'espère vous retrouver bientôt et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de très belles découvertes. Salut les tacos!